Sud Radio, le grand matin été 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault. Sud Radio, il est 8h09 et c'est l'heure du petit déjeuner politique. On accueille ce matin Gilles Plattret, maire LR de Chalon-sur-Saône et coprésident du groupe Laïcité de l'Association des maires de France. Bonjour Gilles Plattret. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. La grogne des policiers, les garanties accordées par Gérald Darmanin, les émeutes avec le couvre-feu que vous avez instauré dans votre ville, mais aussi la loi anti-squat ou encore la Gay Pride dans des campagnes qui s'est tenue ce week-end du côté de la Vienne. On va revenir sur l'ensemble de ces sujets, mais d'abord la situation au Niger après le coup d'État qui a secoué le pays mercredi dernier. Des manifestations ont éclaté hier devant l'ambassade française à Niamey. La France affirme qu'elle répliquera de manière, je cite, immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment au Niger ? Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit d'ailleurs. Le Mali, le Burkina Faso déjà. C'est ça, un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Donc, en tout cas, vous dénoncez très précisément l'implication de la Russie d'une manière ou d'une autre ici. Je ne suis pas le seul à le faire. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique ici notamment, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. Évidemment de protéger nos ressortissants, ils sont 5 à 600. Pour l'instant, pas de rappel des ressortissants. Non, mais écoutez, la situation est un peu ambiguë parce que le président qui a été renversé peut quand même continuer à communiquer avec ses homologues. Oui. Donc on voit bien que la junte n'a pas coupé tous les ponts et qu'elle garde plusieurs fers au feu. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Voilà, c'est pas la peine qu'on se raconte d'histoire parce que Moscou, eux, ne s'en rendent compte pas. Moscou veut absolument assurer une présence parce qu'il y a un intérêt économique. Nous devons avoir la même logique. Et donc, bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc, ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Revenons en France, Gilles Plattret, les suites en l'occurrence de la collision mortelle dans les Yvelines entre une voiture et un bus qui a fait 2 morts. C'était vendredi dernier. Le conducteur de la voiture a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires en état d'ivresse et vitesse excessive. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Selon vous, est-ce qu'il faut être plus ferme à l'égard de ces accidents routiers ? Est-ce qu'il faut carrément venir à une tolérance zéro concernant l'alcool ? Non, je ne pense pas que ça soit forcément la bonne idée. Cela dit, je sais aussi qu'un... Parce que c'est déjà le cas sur les stupéfiants, en l'occurrence. Oui, on est bien d'accord. Mais parce que là, il n'y a pas de limite, si vous voulez. Si vous êtes, pardonnez-moi de le dire un peu trivialement, shooté, vous êtes shooté. Alors que l'alcool, on sait très bien qu'il y a des proportions et que au-delà, effectivement, de certains seuils, ça devient très dangereux de prendre le volant. En deçà, ça devient pratiquement, je ne vais pas dire bénin, parce qu'il y a toujours un risque, mais en tout cas, il est beaucoup plus réduit. Donc, je pense que le droit est plutôt bien fait pour le moment, qu'il y a, en l'occurrence, effectivement, sur cette affaire,
des facteurs cumulés. L'alcool n'est pas seul en cause, la vitesse l'est également. Donc le droit doit être appliqué. Quant à le durcir, je ne pense pas. Je pense qu'il y a d'autres parties du droit qui doivent l'être, pas forcément avec celui-ci. davantage en tout cas de contrôle, de policiers sur le bord des routes. Mais il y en a beaucoup. Enfin, je n'ai pas l'impression que les policiers et les gendarmes ne fassent pas leur travail en la matière. Je trouve qu'il y a beaucoup de contrôles qui sont... Et d'ailleurs, heureusement, pour le coup, on ne va pas s'en plaindre. Ça paraît aussi une question d'ordre public. La grogne des policiers, justement, venons-y. Gérald Darmanin a donné des garanties aux forces de l'ordre. Les syndicats se sont dit satisfaits. C'est une réussite à mettre au bénéfice du ministre de l'Intérieur ou pas? Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Je ne peux pas croire une seule seconde que le ministre n'ait pas été au courant avant des déclarations du directeur général de la police. Donc, M. Darmanin savait que le directeur général de la police allait intervenir pour soutenir le policier de Marseille qui avait été incarcéré. Ça, personne ne peut nous faire croire le contraire, ou alors c'est une catastrophe complète. C'est-à-dire qu'un directeur général décide de mettre le feu, parce qu'il l'a fait, il le savait médiatiquement, notamment avec l'administration de la justice, sans que son ministre soit prévenu. Donc, M. Darmanin était prévenu dès le départ. Ce qui est intéressant, pardonnez-moi de le dire comme ça, dans cette affaire, on peut revenir sur le fond évidemment, c'est tout de même la lutte d'influence au sein de l'État. C'est-à-dire que le grand perdant de cette affaire, c'est Emmanuel Macron, qui ne tient plus rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un ministre peut au moins autoriser, sinon demander à un directeur général, et pas des moindres, d'intervenir pour secouer le cocotier et faire avancer un débat. Donc je sens qu'il y a une lutte d'influence, et c'est très clair d'ailleurs. M. Darmanin n'a pas eu Matignon, donc il veut revenir sur le devant de la scène. C'est une évidence absolue. Sur le fond de l'affaire, je ne donne pas tort évidemment aux policiers. Pourquoi ? Parce que il ne doit pas y avoir d'impunité. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais quant à incarcérer un policier avant même d'imaginer une quelconque culpabilité dans une affaire, je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Pourquoi ? Parce que c'est le cas sur plein d'affaires. Mais attendez, ce qui se passe en fait sur le terrain, c'est que les policiers ont le sentiment de faire leur devoir, premier. Et je pense que la population partage largement ce sentiment de l'efficacité de la police. On a encore vu, si elle n'avait pas été là fin juin, début juillet, c'était la catastrophe ou la guerre civile. Parce que les populations auraient fini par se faire justice elles-mêmes. Donc vous, il y avait un vrai risque de guerre civile. Bien entendu, mais attendez, vous enlevez la police. Aujourd'hui, vous enlevez la police du terrain, voyez ce qui se passe. Forcément, il y aura un pouvoir qui va s'organiser contre le pouvoir des émeutiers et des armes vont sortir, c'est une évidence. C'est pas la peine de se raconter l'histoire. Donc la police est absolument nécessaire à l'ordre républicain. Donc elle est l'objet, la cible des émeutiers. Et pas simplement au moment des grandes émeutes. Elle l'est quotidiennement sur le terrain. Elle voit la plupart du temps les malfrats qu'elle arrête le matin ressortir l'après-midi. Ça, par contre, on peut tous en témoigner. Moi, comme maire, je peux le dire aussi. Et donc, elle sent que la justice n'est pas assez sévère dans ses décisions. Elle ne l'est pas pour plusieurs raisons. Ça peut être des raisons idéologiques pour certains juges minoritaires. Mais c'est aussi des raisons très pratiques. Il n'y a pas assez de places de prison. Et donc, face à ça, on trouve quand même une place pour mettre le gardien de l'ordre, ce qui est le policier municipal de Marseille. Donc il y a une réaction épidermique que je peux parfaitement comprendre et qui pose en fait le débat de fond, et c'est ce que la justice, en tout cas certains syndicats, notamment le syndicat des magistrats, ne veut pas entendre. Dénonce en l'occurrence, mais bien sûr, il le dénonce. Il y a aujourd'hui une réponse judiciaire qui n'est pas adaptée à la violence qui monte sur le terrain et dont les premières cibles, je ne dis pas victimes, mais les premières cibles sont les policiers. Donc vous êtes favorable à un statut spécial, en l'occurrence pour les policiers? Oui, il faut les protéger. Une juridiction spécialisée aussi, avec des magistrats spécialisés? Alors, on rentrera dans le détail quand les propositions seront sur la table. Moi, je dis simplement la chose suivante. On ne peut pas laisser les policiers aller sur le terrain comme s'ils étaient finalement des cibles à la vindicte des malfrats et des caïds qui règnent dans les quartiers. Il faut les protéger. Il faut absolument les protéger. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bien sûr que non. Les gardiens de l'ordre républicain ne peuvent pas s'affranchir de l'ordre républicain. Mais est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore ici? Parce que, par exemple, les médecins soignent des vies. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait aussi un statut spécial pour eux? Non, mais attendez. Là, les policiers assurent notre sécurité à tous. S'ils se sentent en insécurité, pratiques, ils le sont. Juridiques, s'ils le sont, s'ils doivent l'être demain, c'est une catastrophe et on arrivera à des situations de retrait ou de non-action. Là, au contraire, on a besoin d'une police sûre d'elle-même qui puisse agir. Moi, je ne crois pas une seule seconde au slogan politique qui accuse la police du pire, qui est quelques brebis galeuses, tout le monde peut le concevoir, c'est une corporation qui doit comprendre des brebis galeuses comme toutes les corporations. Mais elle a un rôle essentiel et si nous ne la protégeons pas, elle ne l'assurera pas correctement à notre dépens. Venons-en justement à ces émeutes. Gilles Platret, vous êtes, je le rappelle, le maire de Chalon-sur-Saône. Vous aviez instauré un couvre-feu dans votre ville. Est-ce qu'il est toujours en place et avec quelle efficacité ? Alors, le couvre-feu, nous l'avions instauré dès le deuxième soir. Le premier soir, nous avons un saccage d'une bibliothèque
bibliothèque de quartier, donc qui a été, bon, heureusement pas brûlée, mais en tout cas saccagée, pratiquement 30 000 € de dégâts. Et ayant passé la nuit au centre de supervision urbain, et ayant bien vu ce qui est en train de se passer sur le terrain, j'ai décidé immédiatement d'instaurer un couvre-feu. Le couvre-feu permet à la police de disperser des rassemblements avant qu'ils deviennent dangereux. Donc c'est une mesure d'abord préventive. Si vous n'avez pas cette mesure légale, la police ne peut que passer à côté des groupes qui peuvent très rapidement, en quelques minutes, devenir particulièrement hostiles, s'attaquer à un bâtiment, etc. Ça a fonctionné. C'est-à-dire que les groupes ne se sont pas reformés, il n'y a pas eu besoin de les disperser, ils ne se sont pas reformés dès le lendemain soir et nous avons eu une ville calme. Quand je dis une ville calme, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on parle beaucoup des émeutes de fin juin, début juillet, n'oublions pas que ces émeutes sont arrivé comme une exacerbation de la violence dans un climat qui devenait délétère depuis des mois et des mois. Moi, je le sentais monter sur le terrain. Pas que ça allait éclater comme ça, bien évidemment. Je pense que la mort déplorable, parce qu'on regrette une vie qui part, du jeune qui a été tué à Nanterre, et je ne pense pas qu'a priori le policier soit responsable. Comme ça, je vous éclaire sur mon jugement dès le départ. J'attends simplement le résultat de l'enquête. Voilà. Et certains auraient mieux fait de se taire, à commencer par le président de la République, plutôt que d'accuser immédiatement et a priori le policier. Toujours est-il que ça a été le prétexte, pas la cause, le prétexte à une flambée de violence qu'on sentait monter sur le terrain. Or, cette flambée de violence n'a pas disparu complètement avec les émeutes. L'exacerbation, les réseaux sociaux se sont un peu apaisés, le flash médiatique s'est un peu retiré par conséquent, mais il reste sur le terrain des actions violentes, d'hostilité. Et donc, j'ai conservé le principe du couvre-feu en l'adaptant, c'est-à-dire qu'il n'est plus général, il est restreint aux mineurs. J'estime qu'au-delà de 22 heures, les mineurs n'ont rien à faire dehors. Donc, à Châlons, dans les quartiers concernés, c'est pas toute la ville, il y a quelques quartiers plus compliqués que d'autres, eh bien les mineurs doivent être rentrés chez eux à 22 heures et nous avons interdit des rassemblements de plus de 4 personnes. C'est très bien accepté de la population, c'est respecté de la population, donc ça reste en cours tout l'été et on avisera à la rentrée. Certains à droite ont fait le lien entre immigration et ces émeutes. Est-ce que c'est un lien que vous faites vous aussi, Gilles? Bien sûr. Il faut être aveugle pour pas voir que la plupart des émeutiers étaient... Donc vous attendez beaucoup du projet de loi immigration à la rentrée? J'en attends rien avec ce gouvernement, parce que quand on commence à nous dire qu'on veut lutter contre l'immigration, mais régulariser les irréguliers dans les métiers à tension, on donne un message absolument extraordinaire. Sous condition. Non, mais attendez... Soit ils sont irréguliers et ils n'ont rien à faire sur le territoire, soit ils sont réguliers et ils y restent. Donc notre problème aujourd'hui, notre problème central, c'est que nous avons abandonné notre souveraineté migratoire à l'Europe qui n'est pas capable de réguler ses propres frontières. Moi, je suis partisan, je suis fondamentalement favorable à la construction européenne comme gardienne de la paix pour les États qui y participent. Là-dessus, il n'y a pas à remettre en cause. Mais simplement, nous avons délégué notre souveraineté migratoire à une institution européenne qui n'est pas en capacité de protéger l'intégralité des frontières de l'Union européenne. Moi, je reste favorable, comme première mesure, à ce que, étant donné que l'immigration devient complètement débridée, que les chiffres s'affolent d'année en année, et l'année dernière, 2022, les chiffres que nous avons montrent bien qu'on est reparti tout azimut dans une logique de rentrer sur le territoire national comme dans un supermarché, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune protection de frontières. Je suis favorable à ce que, au moins transitoirement, on réinstaure des frontières à la France, c'est-à-dire qu'on rétablisse des douanes qui nous permettent au moins, pour ceux que nous n'avons pas acceptés et qui viennent de l'étranger, que nous puissions les refouler à la frontière. Nous sommes incapables, pour le moment en tout cas, de les rejeter lorsqu'ils sont rentrés illégalement. 95% de non-reconduite à la frontière dès lors qu'une décision... Mais c'est l'idée aussi de ce projet de loi, c'est justement d'être plus efficace en la matière. Vous ne ferez rien si vous ne rétablissez pas les frontières. On peut toujours dire on montre les muscles, vous ne ferez rien si vous ne rétablissez pas les frontières. Donc c'est la priorité. La deuxième, c'est la lutte contre le communautarisme. On en parlera peut-être, mais si vous ne vous attaquez pas fondamentalement au fait qu'une partie de la population, même quand elle est née en France, ne se sent pas non seulement appartenir à la France, mais se retourne contre la France, la jeunesse des quartiers d'origine immigrée est aujourd'hui une jeunesse hostile au pays qui l'a vu naître et qui lui a donné naturellement par la loi sa nationalité. Donc on voit bien qu'il y a une lutte contre le communautarisme qui n'a pas été commencée. Les frères musulmans sont encore autorisés. Le salafisme est encore autorisé. On laisse le voile se répandre comme un signe d'oppression contre les femmes sur ce territoire comme si de rien n'était, en disant c'est leur liberté alors que ça ne l'est pas. Donc on voit bien à quel point le communautarisme est en train de gangréner la France et que l'État refuse de s'y attaquer.
Ça, c'est la priorité. Les frontières et la lutte contre le communautarisme. Et après, on pourra parler d'un projet de loi, mais franchement, seulement après. L'actualité, c'est aussi la Cour de cassation qui a confirmé que le ministre de la Justice sera bien jugé pour prise illégale d'intérêt. Gilles Plattret, Elisabeth Borne a déclaré qu'il conservait en l'occurrence toute sa confiance. Selon vous, Éric Dupond-Moretti doit-il démissionner? Est-ce qu'il a encore sa place au gouvernement? Le ministre de la Justice conserve la confiance de Madame la Première ministre, mais il a perdu depuis longtemps la confiance des Français. Il est très clair qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un ministre de la Justice qui passe en procès. Ça n'est pas possible. Encore une fois, il est présumé innocent. Et je respecte cette présomption d'innocence. Oui. Mais vous ne pouvez pas être au gouvernement en charge de la justice quand vous êtes vous-même impliqué dans un procès. Il y a un minimum de respect à avoir des institutions. On nous parle, en tant et plus, de la séparation des pouvoirs, et on a un exemple flagrant de ce qu'elle est violée, en l'occurrence, par le fait que M. Dupond-Moretti reste garde des Sceaux. Encore une fois, je n'en fais pas un coupable a priori. Le procès dira ce qu'il en est. Mais vous ne pouvez pas être garde des Sceaux et ministre de la Justice en étant impliqué dans un procès. Et alors, qu'est-ce que dénote cette affaire? Le fait que M. Macron, c'est pas Mme Borne qui garde sa confiance à M. Dupond-Moretti, c'est M. Emmanuel Macron. Pensez bien que si Emmanuel Macron disait M. Dupond-Moretti ne peut pas rester au gouvernement, Mme Borne s'alignerait, mais à la seconde, et encore heureux d'ailleurs, dans le fonctionnement de la Ve République. Donc on voit bien qu'il est protégé par le président, et ça montre à quel point, depuis le départ, mais parce que M. Macron a un certain nombre de personnalités auxquelles il tient et à qui rien ne le fera renoncer. Ça s'est vu avec d'autres. Thierry Solère, qui est un ancien républicain qui a été impliqué dans des tas d'affaires, reste aussi proche de l'exécutif. Il n'a jamais été désavoué. Monsieur Colère, qui a menti sous serment au Sénat dans un certain nombre d'affaires, notamment l'affaire Benalla, reste en fonction. Donc en fait, Monsieur Macron vit comme un monarque, mais le pire du monarque, celui qui a oublié qu'il y a des règles qui s'appliquent à lui en premier. Et ça, cet effet de cour, c'est la dégradation de ce régime, et c'est sans doute ce que les Français rejettent le plus. Donc la politique, bien compris, pour restaurer la confiance, ça serait déjà de demander à M. Dupond-Moretti d'assurer sa défense en dehors du gouvernement. On l'a bien compris. Deux dernières questions rapidement, puisque le temps passe. Gilles Plattret. Tout d'abord, la loi anti-squat. Suite à des rumeurs sur les réseaux sociaux, le Conseil constitutionnel a tenu à préciser qu'en aucun cas, les squatteurs pourront poursuivre en justice les propriétaires si le logement est mal entretenu. C'est une précision qui est de nature à vous rassurer. Écoutez, la France est à l'envers. Voilà, aujourd'hui, si vous êtes propriétaire, vous êtes accusé a priori. Moi, je pense que la décision du Conseil constitutionnel, même s'il est amené, parce qu'on a bien vu effectivement qu'il y a eu peut-être quelques incompréhensions, mais sur un fond de méfiance vis-à-vis de cette institution. Le Conseil constitutionnel n'en fait qu'à sa tête. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une façon très, très claire de calmer le jeu et de rassurer tout le monde. Que la loi soit précisée sur le rôle et le droit du propriétaire vis-à-vis du squatteur. Il y a un projet de loi qui a été adopté. Il ne va pas assez loin dans la protection de ceux qui possèdent un bien. Il faut encore des mois et des mois pour que vous puissiez récupérer le bien dont vous êtes propriétaire. Et ça mérite que la loi soit durcie. Donc on est encore trop angélique. On n'a pas à commenter 107 ans les décisions du Conseil constitutionnel. Qu'on vote la loi, qu'on la vote, qu'on la durcisse, et les propriétaires seront protégés. C'est quand même, pardonnez-moi, le droit de propriété est un droit constitutionnel qui a été parmi les premiers reconnus en 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et on n'est pas capable de le protéger sur le terrain, qu'on ne vienne pas croire des histoires. On a aujourd'hui une force idéologique qui veut le contrarier. Donc on le réaffirme par la loi. Un mot pour conclure, une Gay Pride des campagnes s'est tenue ce week-end à Schönevel, dans la Vienne, pour rendre visible l'homosexualité en milieu rural. C'est une initiative que vous saluez vous-même? Tout ce qui peut lutter contre les discriminations. Exactement. Tout ce qui peut lutter contre les discriminations et isoler un peu moins ceux qui se sentent isolés, voire harcelés, est une bonne chose. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et donc, par conséquent, il faut, je pense, on a encore un gros travail à mener, si vous voulez, pour que chacun puisse vivre sa vie affective, sexuelle, comme il l'entend, sans être sous le regard des autres. Donc, c'est un travail social très, très long et des initiatives peuvent y permettre. Celle-ci, visiblement, y concourt, sans qu'il y ait de scandale a priori. Autant je suis parfois choqué dans certains pays de voir des dérives d'exposition de la nudité, voire des positions très suggestives en pleine rue. C'était pas le cas en l'occurrence. C'est une alerte simplement en disant on doit lutter contre les discriminations partout. Gilles Plattret, maire LR de Chalon-sur-Saône, coprésident notamment du groupe laïcité de l'Association des maires de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.